Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal du 14 décembre. Et ce soir, on parle de la mobilisation des enseignants demain, mobilisation qui devrait être forte dans le secondaire. La majeure partie des syndicats appellent à la grève pour refuser principalement la réforme de l'évaluation des professeurs qui doit placer le chef d'établissement au cœur du dispositif. Le plan hivernal 2011-2012 en Indre-et-Loire, plus de sel, plus d'agents d'astreinte et plus de routes prioritaires à dégager. Le Conseil général a retenu la leçon des hivers 2009 et 2010, durant lesquels la neige a perturbé le trafic routier et les transports scolaires. Et puis enfin un bilan ce soir, celui des fouilles archéologiques sur le chantier de la ligne du tram de Tours. Les archéologues de l'INRAP et des services du Conseil général sont allés de surprise en surprise. Vous le verrez dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on l'a appris il y a quelques dizaines de minutes, Renaud Donodieu de Vabre a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. L'ex-conseiller spécial du ministre de la Défense, François Léotard, de 93 à 95, était entendu depuis hier matin dans le cadre de l'enquête sur le volet financier de l'affaire Karachi. On attendait sa mise en examen aujourd'hui, mais l'ancien député d'Indre-et-Loire n'a pas été présenté au juge d'instruction. Ces derniers jugeront des suites à donner plus tard. RDDV qui n'est donc pas mise en examen dans l'immédiat, a-t-on précisé. On attend demain une forte mobilisation des professeurs dans le secondaire et dans le premier degré, un enseignant sur 3 pourrait ne pas faire classe. L'ensemble des syndicats, à l'exception du SGEN CFDT, appellent à la grève. Une mobilisation contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale, mais surtout contre la réforme de Luc Châtel sur l'évaluation des enseignants. Pour le ministre de l'Éducation nationale, c'est au chef d'établissement de procéder à l'évaluation. Sabrina Meloult. Ni juste, ni équitable pour le corps éducatif. Le projet de réforme de l'évaluation et de l'avancement des personnels de l'éducation nationale inquiète. Dans le secondaire, aujourd'hui, ce sont des inspecteurs pédagogiques régionaux qui évaluent les professeurs. Dans la réforme proposée, le chef d'établissement serait en fait le seul à les évaluer. Sylvie Moreau est professeure de maths au collège Léonard de Vinci à Tours. Et pour elle, le chef d'établissement est tout simplement déconnecté du contenu des disciplines enseignées en classe. Tout le cœur de notre métier qui consiste à enseigner, c'est-à-dire la pédagogie dans les classes, tout ce volet-là n'est pas évalué, ne sera plus évalué. C'est une mise en concurrence des collègues, c'est à qui va le plus se montrer, qui va aller le plus dans le sillon du chef d'établissement. Les dérives, voilà ce que craint le corps éducatif. Attribuer des bonus sur des critères flous qui aboutiraient pour le syndicat FSU à un manque de transparence sur l'évolution des carrières. La volonté de piloter l'éducation nationale par les résultats et puis par le management. Donc c'est vraiment une modification en profondeur à la fois de nos métiers et puis de nos carrières qui se profilent, donc avec aussi tout ce qui est porteur de menaces sur nos statuts. Du côté de nos voisins européens, dans une vingtaine de pays, le chef d'établissement et l'inspecteur pédagogique évaluent à parts égales les professeurs du secondaire. La vigilance sera de mise dans la nuit de jeudi à vendredi. Des vents violents sont attendus, comparables ou quasi comparables à ceux de la tempête Xynthia. On attend des rafales jusqu'à 110 ou 120 km/h et Météo France prévoit une situation identique pour la matinée de vendredi. Il pourrait y avoir notamment des coupures d'électricité. La vigilance sera également de mise sur les chantiers et zones sensibles en cas de fortes rafales de vent. Alors comment on va réagir sur le chantier du centre de maintenance du tram Tourangeau à Tours par exemple? Écoutez plutôt le conducteur des travaux du chantier. Il est au micro de Jérôme Alain. En précaution, quand on sait qu'il va y avoir du vent, on fait attention à nos stockages, de manière à ne pas avoir des choses qui s'envolent, qui peuvent devenir dangereuses. Donc tous les stockages sont vérifiés pour que les planchers soient propres et libérés. Et puis sinon au niveau des grues, après quand on a des bourrasques, on a un report d'anémomètre, c'est-à-dire qu'on a un report de la vitesse du vent en direct au pied de la grue. Et en fonction de ça, on arrête ou pas la grue pour une période qui peut durer une journée, 2 journées, ou être ponctuelle sur un quart d'heure, une demi-heure quand c'est juste un orage et un passage.
Et il faut savoir qu'au-delà de 60 km/h de vent, les grues sont arrêtées donc pour des mesures de sécurité. On en vient au chantier du tram tourangeau à proprement parler. Des fouilles ont été et sont encore réalisées sur l'ensemble de la ligne de la future ligne 1. Le service de l'archéologie du département d'Indre-et-Loire et l'INRAP travaillent sur les résultats des fouilles. Les conclusions ont été rendues publiques aujourd'hui. On fait le point avec Anaïs Michon. 3 lieux de fouilles, 3 époques mises en lumière. À Tournord, tout d'abord, les recherches du service de l'archéologie du département ont porté sur les 4,5 hectares qui accueilleront le parking relais et le centre de maintenance du tramway. Elles ont permis de découvrir 3 fermes gauloises qui se succèdent dans le temps à partir de la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au tournant de notre ère. On a retrouvé les enclos qui délimitaient ces fermes. À l'intérieur, nous avons découvert plusieurs bâtiments. On est à presque 40 bâtiments qui concernent la période gauloise. Et puis, dans les fossés qui entouraient ces fermes, on a découvert tout ce qui a été rejeté par les populations de l'époque, c'est-à-dire les vaisselles brisées, les déchets culinaires et les déchets d'activité, par exemple la métallurgie. De précieuses découvertes qui nous révèlent que les Gaulois avaient développé la mise en valeur des terres du plateau en le divisant en parcelles et qu'ils y pratiquaient des activités liées à l'agriculture et à l'élevage. Un peu plus au sud, c'est l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui s'est attelé aux fouilles, rue Charles-Gilles et rue Nationale. Aux abords de la gare, les archéologues s'attendaient à découvrir une nécropole du Haut-Empire, c'est-à-dire datant du 1er ou 2e siècle de notre ère, mais les sous-sols réservaient bien d'autres surprises. Un groupe de sépultures de la fin du Moyen-Âge, peut-être en relation avec des épisodes de peste courant la fin du Moyen-Âge. Enfin, à jouer les tours, ce sont les pourtours d'une ancienne église médiévale qui ont fait l'objet de fouilles, révélant un cimetière paroissial utilisé pendant 7 à 8 siècles. Au total, sur 300 mètres carrés, quelques 350 squelettes enchevêtrés ont été comptabilisés. On a vraiment une très forte proportion d'enfants, notamment qui étaient enterrés à l'intérieur de l'église. Et pour le coup, d'un point de vue collection, on a peut-être la plus grande collection d'individus immatures pour l'Indre-et-Loire trouvée jusqu'à maintenant. Si les fouilles de Tournord sont terminées, celle de Jouer les Tours devrait se poursuivre début janvier. Une exposition sera ensuite proposée au grand public afin de présenter les résultats de ces recherches. Quel collège pour demain? Le débat a été lancé en Indre-et-Loire, concertation voulue par la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, Marisol Touraine. Le premier rendez-vous avait lieu hier. Il a réuni un peu plus de 200 personnes au Vinci à Tours, des parents d'élèves, des enseignants, des chefs d'établissement et des conseillers généraux. Sur place, Gaël Poulain. Le Conseil général d'Indre-et-Loire se lance un grand défi. Non pas celui de révolutionner le collège, mais bien de l'adapter, notamment aux évolutions d'effectifs. Nous avons des collèges qui, pour certains, ont 15 ans, 20 ans, à une époque où les classes étaient moins nombreuses. Là, à l'évidence, il nous faut avoir une réflexion sur la manière dont nous voyons la répartition des établissements et des capacités d'accueil d'ici 4-5 ans pour pouvoir prendre les premières décisions de construction. En zone rurale, la question est différente et les solutions encore en phase de test, comme à Richelieu et au Grand Pressigny, où l'on expérimente la fusion collège-primaire. Les infrastructures au cœur du débat et à différents niveaux, comme au collège de Preuilly-sur-Claise, où l'on accueille 150 élèves. Il y a toujours des améliorations à apporter, notamment au niveau de l'infrastructure, que ce soit la toiture ou bien l'isolation thermique, parce qu'il y a des coûts de fonctionnement très importants. Et je vais œuvrer avec le Conseil général pour que cela aille dans le bon sens. Autre angle de réflexion porté hier soir, celui de la réussite au collège, ou comment limiter les clivages entre les bons élèves et les autres, en favorisant parfois la sortie du parcours scolaire linéaire. Les maths, le français, la littérature, l'histoire géo, etc. C'est important de le mettre en place parce qu'il faut bien un cadre, il faut bien quelque chose. Mais il faut aussi du temps dans les collèges, au cours de l'année, en 4e par exemple, pour dire aux gens, bon, si vous êtes aux élèves, si vous pensez que vous n'êtes pas tellement fait pour ça, eh ben on essaie de faire autre chose. Faire naître des vocations en favorisant les rencontres, recréer des liens entre les collèges et leur environnement, proposer de nouvelles infrastructures. C'est sur ces bases de travail que la concertation se poursuivra jusqu'au printemps pour de possibles actions inscrites au budget du Conseil général en 2013.
En bref, l'autoroute A28 inaccessible cet après-midi par l'autoroute A10 depuis Tours. Un camion s'est couché sur le côté dans le virage. Le conducteur a été incarcéré pendant un bon moment et il a fallu plusieurs heures pour établir la circulation sur cette bretelle d'autoroute. Et on en vient au plan hivernal en Indre-et-Loire. Il a été présenté aujourd'hui. Il concerne l'entretien des routes du département pour l'hiver. Les services du Conseil général disent avoir retenu les leçons des épisodes neigeux survenus lors des hivers 2009 et 2010. Explication Sébastien Banger. Le Conseil général d'Indre-et-Loire semble avoir retenu les leçons des hivers 2008 et 2009, alors particulièrement rigoureux, qui avaient perturbé l'ensemble du réseau routier départemental. Le nouveau service hivernal prévoit désormais de quasiment doubler les stocks de sel, qui passent de 2500 tonnes habituellement à 4200 tonnes aujourd'hui. La carte des réseaux prioritaires a également été revue et certains axes négligés sont désormais pris en compte dans ce réseau qui représente à lui seul 1500 km de route. On s'enrichit pour ça des expériences des années qui ont eu des hivers un peu rigoureux. C'était le cas des 2 derniers hivers, pas l'année dernière mais les 2 précédents, où là il a fallu des tonnages de sel importants, il a fallu mettre en œuvre du matériel important et puis demander au personnel d'être encore plus présent. Donc on tient compte de ces expériences, mais on ne part pas sur l'idée qu'on peut répondre à tout épisode neigeux, quel qu'il soit sur le département. Malheureusement, ça n'est pas possible. Le personnel sera lui aussi mis à contribution. Ce sont près d'une 50aine d'agents répartis sur l'ensemble du département qui seront d'astreinte toutes les nuits jusqu'à la fin de l'hiver. Enfin, le principe de précaution s'appliquera aussi au transport scolaire puisque les cars resteront au dépôt en cas de doute sur un éventuel épisode de verglas. Et puis on termine ce journal avec cette image des barquettes surgelées avec à l'intérieur des portions de sauté de sanglier de 1 kg. En tout, il y en a 1000. Elles constituent le don que font les chasseurs d'Indre-et-Loire au Resto du Cœur et à la Banque alimentaire. L'opération consiste à remettre 336 barquettes de 1 kg de sauté de sanglier prélevées sur le département d'Indre-et-Loire et en France, à disposition des banques alimentaires et des restaurants du cœur, pour que les chasseurs s'invitent un peu aux fêtes de Nouvel An et de Noël avec les plus démunis. C'est une opération que l'on fait pour la première fois, avec un objectif de refaire et de refaire mieux. Nous découvrons cette année comment faire, parce que nous avions un vrai problème de barrières sanitaires à passer. Et des chasseurs, on en reparle tout de suite avec le président de la Fédération d'Indre-et-Loire que vous venez de voir. Il s'agit d'Alain Bellois. Restez avec nous, c'est dans un instant.